Cet épisode, Bord de piste, est proposé par Paris Turf, le partenaire officiel d'une nouvelle série de podcasts réalisés par la FASEC. Depuis 1946, Paris Turf, média leader, est engagé dans la défense et la promotion des courses hippiques. Paris Turf met en avant les acteurs de ce monde. Paris Turf, c'est bien plus qu'une référence. C'est une invitation à vivre pleinement sa passion des courses hippiques. Alors préparez-vous, c'est parti pour 30 minutes de découverte. Bon podcast! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bord de piste, le premier podcast RH des courses hippiques de la FASEC. Je m'appelle Élise David, je suis directrice de l'emploi à la FASEC. Dans cet épisode, nous allons parler de management, parce que oui, le management, ça s'apprend. Mes deux invités sont Nicolas Muller, coach en management pour Virtuose 7. Bonjour Nicolas. Bonjour Élise, bonjour Gwenaël. Et Gwenaël Monneret, dirigeant du Haras de la Motteraie. Bonjour Gwenaël. Bonjour Élise, bonjour Nicolas. Et oui, parce que le management, ce n'est pas que inné, ça s'apprend, ça s'entretient, ça se cultive. Nos invités vous feront part d'exemples mis en place dans leur entreprise et mettront en lumière le principe du manager coach, largement inspiré du milieu du sport, qui est d'ailleurs pas tant éloigné de celui des courses. Source d'inspiration garantie. Gwenaël, vous êtes dirigeant du Haras de la Motteraie et pour débuter, je voulais juste préciser l'étymologie du terme management. Il est effectivement issu de l'ancien français manège, lui-même probablement issu de l'italien maneggiare, mener son cheval à la main. D'où manège, contrôler, diriger, gérer. Gwenaël, il a quel profil le manager dans l'industrie des courses ? Alors, on travaille avec du vivant, comme vous l'avez dit, et donc du coup, nous, on favorise les techniciens, on favorise les personnes douées avec les chevaux. Et notamment, c'est le cas dans notre entreprise et dans la plupart des haras normands et des entraîneurs parisiens, je suppose. C'est-à-dire que le responsable, le garçon de cours, il doit être bon avec les chevaux, il doit être bon avec les soins, il doit être bon dans plusieurs disciplines. Et c'est vrai que peut-être que ces qualités de manager passent en second plan. Parce qu'on a surtout besoin de quelqu'un qui connaît son métier et que les gens respectent pour ça. Je pense que actuellement, on prend quand même conscience des lacunes de nos managers et de nous également. Hein. Et donc, il y a une remise en cause, je pense, des gens de chevaux. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose. J'ai beaucoup travaillé dans le secteur aéronautique, un métier aussi très technique. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de techniciens qui deviennent managers, en fait, parce qu'ils excellaient dans leur domaine technique. Et dans le secteur aéronautique, où il y a beaucoup de formation de ces techniciens au management, parce que ce n'est pas forcément naturel. Et puis parce que ça aide aussi ces jeunes managers, en tout cas quand ils le deviennent, à comprendre quelles sont leurs forces. On disait tout à l'heure, il y a plusieurs missions derrière le terme de manager. Il y en a qui sont naturellement bons sur certaines missions, et puis d'autres qui ont besoin d'avoir les outils ou de se faire accompagner sur d'autres missions. Donc c'est pour ça que très souvent, il y a un parcours managérial qui est mis en place pour ces gens qui sont issus de la technique, je dirais, et qui progressent dans l'entreprise sur des dimensions managériales. Encore une fois, on découvre ses points forts en faisant. Donc, si j'ai longtemps travaillé dans la technique et que je suis promu manager, je ne sais pas forcément, au départ, en tout cas, quels sont mes points forts. Et je vais peut-être découvrir qu'il y a des tas de choses que je fais bien, que j'aime faire d'ailleurs, mais je ne l'ai jamais fait avant. Donc, le fait d'être mis en situation, ça permet de comprendre ça. Et bien sûr, il y a des choses sur lesquelles je vais peut-être avoir des difficultés. Et donc là, j'ai besoin d'être aidé. Gwenaël, vous avez appris le management, vous ? Alors nous, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de formation. On apprenait principalement à travers nos différentes expériences professionnelles. Et c'est un petit peu sur le tas qu'on a appris. Nicolas, vous êtes coach en management, encore un terme issu du monde du cheval. J'y vais de mes petites anecdotes, mais avant de passer par l'anglais, le mot coach vient de coach en français, qui a donné le mot cocher. Celui qui accompagne les voyageurs à destination. Un manager a notamment un rôle d'accompagnant, coach vis-à-vis de ses équipes. Comment peut-on définir ce rôle, Nicolas ? Alors on peut par exemple prendre l'exemple du sport, puisque c'est un des sujets qui va nous occuper. Le sport dans le sport professionnel, le sport de haut niveau,
Le coach, c'est celui qui est capable d'identifier un potentiel et de faire en sorte qu'il s'exprime au maximum. Donc c'est ça qui permet à un athlète d'atteindre un haut niveau de performance. Alors bien évidemment, le potentiel, il varie selon le moment où on se situe. Par exemple, un athlète qui revient de blessure, son potentiel est moins important que quand il est en pleine forme. Mais voilà, c'est ça le rôle d'un coach. C'est permettre à chacun de s'exprimer au maximum de ce qu'il est capable de faire. Nicolas, selon vous, est-ce qu'on doit forcément passer par la case formation pour devenir manager ? Alors c'est intéressant de regarder à quoi sert une formation en fait. Moi je pense que la première utilité d'une formation, c'est de regarder ses propres pratiques et d'avoir le retour sur ses propres pratiques. Et la première des choses, c'est de se dire qu'est-ce que je fais de bien aujourd'hui ? Je pense que comme Gwenaël, quand on dit j'ai pas eu de formation en management, c'est l'occasion de se dire il y a tout un tas de choses que je fais et il y a tout un tas de choses que je fais certainement très bien. Voilà, et bien ça, il faut continuer à le faire. Donc la première utilité d'une formation, c'est de se dire je continue à faire ce que je fais de bien. Et puis ça sert aussi à se dire il y a des choses que je ne fais pas et ça serait intéressant pour moi, ça m'apporterait de la valeur de les mettre en place. Donc par exemple, dans le management, il y a des outils. Ces outils peuvent avoir une utilité, voilà, et on n'y pose pas forcément quand on n'a pas été formé. Et puis troisième utilité d'une formation, c'est de se dire il y a peut-être des choses que je fais, ça serait bien que j'arrête ou que je fasse différemment. Voilà. Donc pour ces trois raisons, c'est intéressant de se former au management. Et d'autant que quand on suit une formation en management, généralement, on peut être en groupe. Et le fait de s'imprégner aussi des expériences des autres, ça peut être aussi riche d'enseignement, je pense. Exactement. L'utilité de la formation, c'est de partager les expériences. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand on a des gens qui ont de l'expérience en management et des plus jeunes qui n'en ont pas. Et donc, c'est de s'appuyer sur ces échanges-là pour faire progresser tout le monde. C'est une des principales, à mon avis, utilités des formations en groupe, effectivement, c'est de partager les expériences. Gwenaël, est-ce que vous pensez que les difficultés de recrutement auxquelles on est confronté aujourd'hui dans le milieu des courses et de l'élevage peuvent être en lien avec le management pratiqué dans nos écuries ? Moi, je pense que c'est surtout l'image que l'on renvoie qui pose problème. Je pense que le management, ou du moins le leadership à l'époque, on était plus axé sur avoir le pouvoir que manager des gens. Je pense que c'était pas le cas que dans les chevaux. Et contrairement aux jeunes entreprises comme Google, Facebook, en parlant que des plus connus, ils ont quand même axé leur pratique par rapport au management. Ils ont donné une image très positive du management qu'ils créent, à tort ou à raison, je ne sais pas. Je pense que les chevaux, on renvoie cette image, mais pas que les chevaux. Et maintenant, c'est moins le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, il y a même des entraîneurs sur Chantilly qui ont des RH. Et donc, c'est quelque chose qu'on prend en compte. Mais l'image qu'on renvoie au grand public est peut-être un petit peu mauvaise. Et il faudrait plus travailler peut-être sur l'image que sur le fond. En tous les cas, pour les jeunes entreprises qu'on représente. C'est quoi cette image, justement C'est peut-être... mais c'est pas que nous. Je pense que dans d'autres milieux, peut-être la restauration, peut-être l'hôtellerie, c'est des métiers qui, à l'époque, on était peut-être moins à l'écoute du personnel et plus la seule crédibilité qu'on leur donnait, c'était la tâche, est-ce qu'elle était exécutée ou pas. Et je pense que maintenant, c'est quand même moins le cas. Bien sûr, on doit encore se remettre en cause. C'est ce qu'on fait au quotidien, c'est ce que la plupart des entraîneurs font et les éleveurs. Mais il faut aussi travailler sur l'image et montrer, notamment aux parents des jeunes qui ont envie de travailler dans les chevaux, que les choses changent. Moi, quand j'étais jeune, tout le monde m'a dit mais pourquoi tu te lances dans les chevaux, le métier va être dur, tu vas te lever tôt, ça va être compliqué, mais c'était ma passion, donc j'ai persévéré. Mes parents m'ont soutenu également, mais tout le reste de mon entourage avait une mauvaise perception en fait de ce milieu, et je pense que ça nous aide pas. On en souffre encore. Je pense. Le management, c'est complexe finalement. Peut-être que vous pourriez nous présenter de quoi il revêt. Alors peut-être une façon d'aborder ou de définir le management, c'est de dire quelles sont les missions d'un manager, que ce soit dans un haras ou dans une entreprise, ou même aussi dans un club de sport. Et une des façons qu'on a de le définir, c'est de se dire qu'il y a 5 grands types de missions, ou 5 rôles en fait qu'on peut attribuer au manager.
Le premier, c'est de dire, ça doit être un leader. Donc un leader, c'est quelqu'un qui est capable de donner une vision, donner des objectifs et puis faire adhérer ses équipes à cette vision et à ses objectifs. On a cette notion de coach dont on a parlé tout à l'heure. La notion de coach, c'est de se dire comment je fais en sorte de développer au maximum les compétences et la motivation de mes collaborateurs. On a aussi une dimension pilote au sens où je mets en place une organisation du travail. Et ça, Gwenaëlle doit beaucoup travailler là-dessus aussi. Et je suis capable de suivre la performance de mes équipes. Et puis, il y a deux autres missions peut-être qu'on peut rajouter. Il y a une notion d'arbitre. Alors ça, on fait le lien fort avec le sport. Mais l'arbitre, c'est celui qui est capable de définir des règles de vie. Et ça, c'est très important dans un collectif notamment. Définir quelles sont les règles qu'on se donne pour bien vivre ensemble. Et puis, qui est capable aussi de gérer les conflits, de gérer les tensions. Ça, c'est la notion d'arbitre. Et puis enfin, il y a une notion d'animateur. Animateur, c'est comment je fais vivre mon équipe au quotidien, à travers des rituels, à travers des réunions, à travers un certain nombre d'événements. Et puis comment je favorise le fait que chacun se sente libre de prendre des initiatives, de proposer des idées, etc. Vous voyez, donc c'est plus que complexe, je dirais la palette est large en fait. Et bien évidemment, on ne peut pas être bon dans tout. Donc il y a des sujets sur lesquels on est naturellement à l'aise et puis d'autres sur lesquels il faut peut-être qu'on se forme ou qu'on travaille. Et justement, il faut qu'on travaille, on l'a bien compris. Gwenaëlle, vous avez travaillé à l'étranger, vous avez fait une partie de votre carrière, de début de carrière à l'étranger. Est-ce qu'il y a de l'inspiration à prendre en termes de gestion de personnel ? Oui, alors moi je trouve que en Europe, donc Angleterre, Irlande et France pour les pays à vocation hippique, les choses sont à peu près les mêmes, mais en Australie et aux États-Unis, on valorise beaucoup plus les jeunes. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il manque de personnel ? Parce qu'à l'époque, on manquait quand même plus de personnel en Australie et aux États-Unis qu'en Europe. Mais je pense plutôt que c'est juste dans leur nature. Et aussi, on valorise plus les gens. Peut-être à outrance. Aux États-Unis, ils sont toujours ouais, c'est super, c'est amazing, c'est great. Et en France, on a des managers dans notre équipe et pour eux, c'est pas inné de dire à l'équipe bravo, c'est bien, bonne journée, vous avez bien travaillé. Je sais pas si c'est une éducation typiquement française ou pas. C'est un peu culturel. C'est juste ce que j'ai observé, ouais. Et donc, nous, on essaye d'apporter ça aux jeunes, de les valoriser. C'est l'un des points qu'on a remarqué. Et en quoi, selon vous, Nicolas, le monde du sport a influencé le management dans le monde de l'entreprise ? Alors en fait, quand on regarde le sport en France, pour parler de la France, en fait, il y a deux grandes périodes. Il y a la période jusqu'au milieu des années 80, où en fait, en France, si on regarde par exemple les classements aux Jeux Olympiques, on est en moyenne 14e. Et au niveau des titres importants, internationaux, sur les sports collectifs, on n'a aucun titre. Voilà. Et à partir du milieu des années 80, on commence à avoir un classement aux Jeux Olympiques, par exemple, qui est nettement meilleur, puisqu'on est en moyenne 7e quand on regarde le classement des médias. Et puis surtout, on a gagné depuis 1984 12 titres, que ce soit en hand, en foot, etc. 12 titres mondiaux. Et ça, une des façons d'expliquer ça, c'est que les modes d'entraînement et de management ont complètement changé dans le sport. Notamment à travers ce qu'on appelle, peut-être on y reviendra, la stratégie des points forts. Voilà, la stratégie des points forts, c'est le fait de dire un athlète, pour progresser, il faut qu'il s'appuie au maximum sur ses forces. Et quand je dis que les techniques d'entraînement ont changé, c'est que aujourd'hui, un athlète s'entraîne 2/3 de son temps à peu près sur ses forces. Parce que c'est ça qui lui fait faire la différence dans la vie. Et quand on évoquait l'aspect culturel en France, quand Gwenaëlle en parlait, en fait en France, quelque part, la culture, c'est la culture de la moyenne. Ça veut dire qu'on fait en sorte que les élèves, ils aient la moyenne dans toutes les matières. En fait, un élève ou un enfant, il fera la différence dans la vie sur la base de ses forces. Voilà. Donc c'est important de travailler ses forces, parce qu'en général, quand on est sur ses forces, on y prend du plaisir, et puis on a des résultats. Voilà. Donc ça permet de gagner de la confiance. Donc ça, ce qui a été pratiqué dans le sport, ça commence à arriver en entreprise. Alors ça arrive progressivement. C'est-à-dire que, bien évidemment, on a l'habitude en entreprise de dire de plus en plus de souligner les qualités et les forces. Mais souligner les qualités, c'est une chose. Faire travailler les gens sur leurs forces, c'en est une autre. Parce que c'est dans l'action, en fait, qu'on prend confiance. C'est comme dans le sport. C'est un joueur de tennis, par exemple, qui a un très bon service. C'est en faisant des services qu'il va progresser. C'est pas juste en lui disant « tu as un excellent service ». Vous voyez, donc dans l'entreprise, c'est pareil. Donc, l'enjeu en entreprise, c'est de positionner les gens de façon à ce qu'ils expriment au maximum leurs points forts. Voilà. Et c'est ça qui
toute la logique de progression, de coaching dont on parlait tout à l'heure, elle est basée sur les forces. Et en ce sens, le sport a tendance à influencer l'entreprise parce que ça fait 20 ans en France que c'est généralisé dans le sport de haut niveau en tout cas. C'est marrant parce que les entraîneurs ont tendance à, je pense, à l'appliquer sur leurs chevaux. La méthode de management un peu comme ça, sur les points forts. Mais ce serait effectivement un petit bonus de l'appliquer sur leur personnel. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ils étaient focus sur nos points forts, ils mettaient ça en avant, ils disaient t'aimes ça, vas-y, fais-le, fais-en plus. Et c'était assez sympa. Mais quand on parle de points forts, là, en fait, en France, il y a dire on est fort là-dessus, il y a une espèce d'arrogance en fait qui est perçue par les autres. Donc on n'ose pas non plus les mettre en avant. Ces points forts, effectivement, dans les pays anglo-saxons, c'est plus naturel parce qu'il n'y a pas cet a priori en fait de dire à quelqu'un qu'il est bon. Quand Zidane il est interviewé et qu'il est dit je suis bon. Il y en a qui trouvent ça arrogant. En fait, il est bon. Personne ne peut lui contester le fait qu'il est bon et qu'il est même excellent techniquement, par exemple. Vous voyez, donc, il y a je ne sais pas si c'est de la pudeur ou de l'arrogance, en fait, mais le fait d'afficher ses points forts, mais ça progresse. Je pense que ça progresse. Moi, je me souviens des dires d'un entraîneur qui me disait qu'il avait une très bonne recrue, qui lui donnait entièrement satisfaction et qui était vraiment chouette dans les équipes. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous lui avez dit ? Il m'a dit, mais certainement pas, elle risque de prendre la grossette. Nicolas va peut-être me dire que j'ai tort, parce que, je répète, j'ai pas fait de formation de management, mais je pense qu'il y a quand même différentes personnalités. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin, pas quotidiennement, mais assez régulièrement, qu'on leur donne confiance. Et il y en a d'autres, peut-être le faire avec plus de parcimonie, ou pas trop le dire. C'est vrai qu'après, ils peuvent peut-être prendre un petit peu trop de place dans l'entreprise, étouffer un petit peu les autres. Mais... Justement, Gwenaëlle, ça, c'est tout le rôle du manager aussi, de bien connaître les points, les motivations et les forces de ses collaborateurs, et justement, juste de bien doser. Est-ce que vous mettez quelque chose en place, vous Oui, on met plusieurs choses en place. Alors, encore une fois, Nicolas me dira si c'est bien ou pas, mais ça s'est fait un petit peu naturellement et par rapport aux expériences qu'on a eues, notamment à l'étranger. Donc, en fait, tous les matins, nous, on fait une petite réunion avec toute l'équipe à 8h. Ça permet à toutes les équipes qui travaillent sur différents sites de se voir, de se serrer la main et de parler de la journée à venir et que tout le monde soit au courant du programme de la journée. Parce que vous avez 2 pôles, en fait. On a 3 sites, en fait, et donc 3 équipes, mais deux principales. Et si on n'organisait pas ça, je pense qu'ils se croiseraient plutôt peu dans la journée. Je trouve que c'est plutôt intéressant que tout le monde se voit au quotidien. Et d'ailleurs, le soir, on a des talkies. Et le soir, avant de partir, une équipe demande à l'autre s'ils ont fini. Sinon, ils envoient quelqu'un donner un petit coup de main. Ça, on ne l'a pas imposé, ça s'est fait naturellement. Et donc ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait, quand il y a un anniversaire, on a une petite pièce où on se réunit. Et nous, on offre le champagne pour l'anniversaire de la personne, des enfants. À un moment, c'était même la fête. Tout le prétexte sont bons pour se réunir et c'est eux qui sont en demande. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais encore une fois, ça s'est fait naturellement. C'était pas vraiment dans... Et puis, on fait du team building. On va dans des escape rooms, escape games. On fait ça souvent. On fait des courses à pied ensemble. On va à des événements sportifs. On fait des barbecues. On fait des choses comme ça. Donc, vous avez des espèces de... Vous menez des entretiens individuels ou... Oui, tous les 6 mois. Tous les 6 mois, on parle à chaque personne, une par une, pour échanger. On leur demande leurs objectifs, ce qu'ils ont pensé des 6 mois passés. C'est là qu'on peut parler aussi des hausses de salaire, forcément. Et voilà. Est-ce que globalement, les attentes sont différentes en fonction des générations ? Oui, alors... Avant, je pense qu'à une certaine époque, les gens entraient dans une entreprise, ils y restaient, voilà, c'était, peu importe ce qui se passait, les gens étaient très mal à l'aise, je pense même de changer d'entreprise, c'était un peu un échec dans leur vie. Actuellement, et je pense que c'est plutôt une bonne chose, les jeunes ont le choix, et moi j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a une génération qui a besoin d'immédiateté. C'est pour ça qu'on a mis en place, en fait, tous les CDI à l'entreprise, ils ont une voiture quand ils signent le CDI, donc ils ont une voiture qu'ils utilisent que personnellement. Et ça a beaucoup marqué les jeunes,
parce que ils ont la clé, quoi. Ils ont la clé, ils ont la voiture. Et ça, c'est pas un bonus à venir, quelque chose un petit peu d'abstrait. Donc, ils ont la voiture, ils ont la maison. Donc, ils ont ça avec le jardinier qui leur tourne la pelouse. Alors ça leur parle, mais complètement. Donc, super condition, là. Oui, disons, je pense que moi, pour rester dans une entreprise, c'est ce que j'aurais demandé. Et ma femme aussi. Donc, du coup, on a décidé de mettre ça en place pour l'équipe. Donc, ouais. Nicolas, concrètement, est-ce qu'il y a des outils qui nous permettent de comprendre, ou des techniques qui peuvent nous permettre de comprendre les motivations des collaborateurs? Alors, il y a des outils qui permettent de faire ça. Ce que fait Gwenaëlle, c'est super parce que une des façons de connaître les motivations, c'est effectivement d'avoir des temps avec ses collaborateurs qui sont des temps qui sont formels, donc comme l'entretien annuel ou des temps liés au travail, et puis des temps informels à travers tout ce qui est fait en dehors du travail, je dirais. Mais tous ces temps-là sont des temps de management, en fait, quelque part. Hein. C'est important. Sur les outils, par exemple, il y a dans le sport, on utilise beaucoup ça, ces outils de motivation. Il y en a un qui s'appelle les motivations profondes, comprendre les motivations profondes. En fait, c'est un outil qui permet de déceler, c'est un peu les bougies qui permettent d'allumer le moteur, en fait. Hein, on dit on a une énergie intrinsèque et comment on va chercher, épuiser cette énergie. Et donc ça, ces motivations profondes, il y en a 5. Je vais peut-être pas les énumérer, mais elles sont... Ce qui est important, c'est de savoir, c'est que chaque individu carbure à 2 motivations. Et donc, ce qui me semble essentiel sur les motivations, c'est de se dire, ce qui me motive moi n'est pas forcément ce qui motive mon collaborateur, celui avec qui je travaille en face. Et c'est un des grands enjeux du manager, c'est de se dire comment fonctionne l'autre. Voilà. Par exemple, moi, je peux être motivé par la compétition extrême. Ça veut dire que j'ai besoin d'avoir des challenges en permanence, soit que je me fixe, soit vis-à-vis des autres. Et il y en a d'autres qui sont plus motivés par la relation, par l'esthétisme de ce qu'ils font. Voilà. Ça, c'est 2 types de motivation. Quand moi, je ne suis pas motivé par la relation et que je suis à fond dans la compétition, j'ai du mal à comprendre que mon collaborateur, il ait besoin d'autre chose. Voilà. Donc, je dirais que la règle d'or, quand on parle de motivation, Élise, c'est méfiez-vous de vous, en fait. Parce qu'on a tendance à projeter sur l'autre ce qui nous motive, nous. Voilà. Et donc, le fait de passer du temps avec les collaborateurs, de comprendre aussi ce qui les motive dans la vie, dans leur vie personnelle, ça, c'est une façon de comprendre aussi ce qui peut les motiver dans la vie professionnelle. Et puis ensuite, c'est de trouver comment je peux stimuler leur motivation. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et donc, dans un rôle de manager, il y a une palette d'actions qui permet de se dire, les gens qui ont besoin, qui sont motivés par le fait d'être en équipe et de faire plein de choses en équipe, faut que je leur apporte ça. Ceux qui sont motivés ou qui ont besoin de comprendre le pourquoi, dès que je leur demande quelque chose, il faut que je leur explique. Il faut que je passe un peu plus de temps que pour les autres, de leur dire pourquoi je te demande de faire ça ou pourquoi on s'y prend comme ça. Vous voyez, dans le sport, c'est pourquoi on met en place tel schéma de jeu, pourquoi on met en place telle technique de récupération, pourquoi, voilà. Comme les enfants, en fait. Ces gens-là, si on leur explique pas pourquoi, quelque part, on casse un peu leur motivation. Mais tout le monde n'en a pas besoin. Il y en a qui, par exemple, ont besoin de se projeter à long terme. Ils ont besoin de savoir où on va, le hara, dans 5 ans, Gwenaëlle, comment il le voit. Il y en a d'autres, c'est pas du tout leur motivation. Voilà. Vous aviez une expérience d'ailleurs de Gwenaëlle là-dessus, sur l'évolution de votre hara? Oui, quand j'entends Nicolas parler, je me rends compte qu'on avait fait quelques erreurs au début. J'étais persuadé que ce que j'avais avec ma femme, ce qu'on avait dans la tête, les personnes autour de nous voulaient la même chose, souhaitaient la même chose, et ça, on ne s'était pas vraiment projeté. Et c'est vrai que au début, donc le hara, on l'a créé de toutes pièces, on n'était que 2 avec ma femme, et après on a eu quelques premiers employés. Et au tout début, on n'a pas été vraiment clair sur la direction qu'on souhaitait prendre, parce que pour nous, le hara, on souhaitait le faire grossir. Du moins, on l'a expliqué à l'équipe, mais sans vraiment rentrer dans le détail. Et quand ils ont vu le hara grossir et grossir, le nombre d'employés augmenter et tout, il y a certains employés du début qui ont pris peur, en fait. Ils se sont dit, mais où il va, où ils vont, ça devient effrayant, ça va peut être désorganisé, ça va être... Et je pense que si on avait mieux expliqué les choses, mieux donné une vision à long terme à nos collaborateurs, je pense que les choses se seraient mieux passées. Et ouais, on les a vus effrayés, en fait, à un moment. Et j'étais surpris de ça. Moi, je disais, mais attendez, on est encore... c'est rien, ça va être 10 fois plus gros. Ça illustre bien ce que vient de dire Nicolas, effectivement. Et Nicolas, qu'est-ce qu'un point fort et comment, dans son rôle de coach, un manager peut-il s'appuyer sur les forces de ses collaborateurs? Alors, un point fort, c'est un point sur lequel on fait la différence, je dirais. Hein, c'est un point
sur lesquels on prend du plaisir. Par exemple, quand on est sur un point fort, en général, quand on fait une activité, on est sur son point fort, on y prend du plaisir. C'est quelque chose qu'on fait facilement. On dit un point fort, c'est plutôt écologique, ça ne vous consomme pas beaucoup d'énergie. Donc après, la façon de détecter les forces, là aussi, il y a des outils. En fait. Par exemple, à l'INSEP, tous les sportifs qui sont à l'INSEP passent des questionnaires pour les aider à détecter, à comprendre leurs points forts. Alors, leurs points forts, ça peut être dans des registres très différents. Quand on parle de sport, évidemment, on parle des points forts physiques. Quand vous pensez à Teddy Riner, vous avez la force physique, vous avez aussi l'agilité. Quand on parle de sport, on parle aussi des points forts au niveau mental. Quand vous pensez à Djokovic, vous voyez que c'est une machine, ou alors Michel Desjoyaux en voile. Après, il y a d'autres types de points forts. Il y en a qui sont très stratèges, par exemple. Par exemple, Fabrice Santoro en tennis, il n'avait pas un physique qui sortait du lot, mais c'était un fin stratège. Il y en a qui sont très créatifs. Ça aussi, c'est une autre catégorie de points forts. Vous voyez, donc, en fait, il y a des outils et même des questionnaires qu'on peut utiliser pour essayer de faire en sorte de bien comprendre ces points forts et de vous aider, puisqu'on n'a pas l'habitude forcément d'en parler naturellement. Moi, j'ai quelques personnes dans l'équipe qui ont un point fort, donc ils sont très doués dans une chose, mais ils ne veulent pas forcément le pratiquer. Donc ça, c'est un peu surprenant. C'est-à-dire, mais t'es doué, ça te plaît pas, c'est super ce que tu fais. C'est quoi comme exemple, Gwenaël, de points forts dans un rat ? Il y en a beaucoup, mais ceux auxquels je pense, par exemple, j'ai des personnes qui se débrouillent très très bien avec les jeunes chevaux, mais ils n'ont pas forcément envie d'aller dans cette partie du haras, ils préfèrent aller avec les juments et tout. Je dis non, mais t'es doué, ça se passe bien. Et ils disent non, je sais, mais ça m'attire pas. Et donc c'est un peu déstabilisant. On pense leur faire plaisir et donc je pense que c'est important l'échange en fait pour savoir vraiment ce qui. Après, on peut le relier aux motivations, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont aussi besoin de se mettre au défi, de découvrir des nouveaux sujets et de découvrir aussi des nouveaux points forts qu'ils peuvent avoir. Parce que pour détecter un point fort, il faut faire l'activité, il faut faire le métier. Donc il y en a qui ont besoin aussi de cette variété de tâches pour se dire, il y a des choses que je maîtrise et peut-être que je m'ennuie. Effectivement, je suis fort, mais j'ai envie de découvrir d'autres activités et de découvrir d'autres points forts et d'enrichir ma palette de points forts, peut-être d'enrichir mon employabilité. Ça fait partie des choses chez les jeunes générations qui est importante par rapport à ce que disait Gwenaël sur l'attachement à l'entreprise. Voilà, moi ce que je veux, c'est développer mes compétences et avoir cette possibilité demain de choisir d'autres métiers, de bouger, un peu comme j'en ai envie. Gwenaël, selon vous, qu'est-ce qu'une entreprise y gagne à appliquer des bonnes pratiques managériales ? Pour moi, c'est un peu l'axe sur lequel on travaille le plus avec Lucie, c'est l'ambiance au travail. Je pense que si on est mauvais manager, forcément l'ambiance sera détériorée, je pense. Il y a aussi la volonté de toute l'équipe de travailler dans le même sens. Du coup, pour eux, comme pour nous, pour tout le monde, le travail est quand même beaucoup plus facile, les choses se font mieux, tout est plus simple. Et en plus, ça nous permet, si l'ambiance est bonne et tout le monde va dans le même sens, de célébrer les victoires ensemble, d'avoir un esprit de cohésion quand même qui se développe. Et du coup, on fidélise l'équipe et on intègre mieux des nouvelles personnes dans l'équipe. Je pense que c'est essentiel. Et oui, effectivement, Gwenaël parle d'objectifs à atteindre. C'est important de se les fixer aussi. Nicolas, comment se fixe-t-on des objectifs et surtout de permettre aux collaborateurs de les atteindre ? En fait, si on revient peut-être à quoi ça sert d'avoir un objectif, la première question, c'est ça sert à vérifier que tout le monde est bien aligné sur la stratégie globale. Et puis ça sert aussi à piloter les efforts des collaborateurs. Parce qu'on ne peut pas consacrer, on a tous une quantité d'énergie qui est limitée. Donc il faut s'assurer que chacun mette bien les efforts là où c'est important pour l'entreprise. Et puis pour le collaborateur, le fait d'avoir des objectifs, ça peut être un levier de motivation, puis ça peut être aussi une occasion de se donner des challenges et de se dépasser, et de grandir et de développer ses compétences. Gwenaël, à votre niveau, est-ce que vous fixez des objectifs à vos collaborateurs ? L'objectif principal du haras, c'est d'élever des champions et d'élever des yearlings qui se vendent correctement aux ventes. Et en fait, pour y arriver, il faut tendre un petit peu vers l'excellence. Donc, on essaye tous de faire en sorte que les chevaux chez nous soient traités du mieux possible et ont toutes les chances de devenir des athlètes de haut niveau. C'est vraiment
au quotidien, c'est vraiment l'objectif principal. Après, en parallèle, on a toujours l'objectif d'agrandir le haras. Donc, du coup, chaque site sur le haras a un responsable et un assistant. Et donc, on forme des assistants supplémentaires par rapport à nos besoins parce qu'on sait que le haras va progressivement augmenter. Donc voilà, il y a des opportunités. Les jeunes dans l'équipe le savent et du coup, ça donne un petit peu d'objectif à chaque personne qui travaille avec nous. Nicolas, travailler au contact des chevaux, c'est aussi pas mal d'aléas. Pas mal d'incertitudes. Comment on gère ça au quotidien ? Alors ça, c'est un sujet, surtout quand on travaille avec le vivant, comme Gwenaëlle, le vivant animal ou le vivant végétal, pour toutes les entreprises qui sont dépendantes, par exemple, des conditions climatiques. Quand on est face à de l'incertitude, la première chose, c'est peut-être se dire qu'est-ce que je contrôle et qu'est-ce que je contrôle pas. C'est d'être bien clair sur, il y a des choses, je ne peux pas agir dessus, en fait. Donc ça sert à rien d'y passer de l'énergie, surtout de l'énergie négative. Voilà, donc c'est d'être clair là-dessus. Par contre, après, c'est comment je dois réagir par rapport à cette incertitude. Et donc, l'incertitude, par définition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Et donc, dans les entreprises, une des façons de s'y préparer, c'est d'avoir une espèce de culture du changement. Alors, ce n'est pas le changement tout le temps pour le plaisir du changement, mais c'est de favoriser sa capacité à s'adapter en introduisant des changements. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça fonctionne toujours de la même façon, pas qu'on fasse toujours la même chose. Vous voyez, qu'on s'entraîne à faire face à un certain nombre d'aléas. Ça, c'est la première chose pour justement développer son adaptabilité. Et peut-être la deuxième chose, c'est de mettre en place, ce qui n'est pas facile, des boucles d'apprentissage. C'est-à-dire que collectivement, quand il nous est arrivé quelque chose, est-ce qu'on a bien réagi ? Est-ce qu'on n'a pas bien réagi ? Si ça se reproduisait demain, comment on ferait ? Vous voyez ? Et donc ça, cette boucle un peu de progression à travers les retours d'expérience, c'est important de les formaliser avec les collaborateurs. Alors je ne sais pas, peut-être Gwenaëlle pourra nous dire quel type d'incertitude ils rencontrent dans ces haras, mais j'imagine qu'il y en a plein. Mais comment collectivement, vous voyez, on progresse et on s'entraîne à faire face à cette incertitude. Par exemple, dans le sport, dans les milieux extrêmes, lorsqu'on fait du ski ou de l'escalade ou ce type de choses, il y a ces aimants-là qui viennent en permanence, qui peuvent nous impacter en permanence. Vous disiez, Nicolas, qu'il était important quand même de recueillir à chaud lorsqu'on a vécu une situation un petit peu imprévisible. Ça fait partie aussi des moments de feedback. Comment on organise ça avec son personnel et comment on s'y prend ? Ça, c'est un sujet qui est important et qui n'est pas toujours facile. Le feedback, notamment quand on parle de feedback à chaud, c'est-à-dire que je vois un collaborateur qui vient de faire quelque chose et puis je veux lui faire un retour. Il y a plusieurs écoles, je dirais, là-dessus. Assez longtemps, en management, on disait, quand on fait un feedback, surtout négatif, c'est bien de mettre un peu de positif autour. Parce que ça atténue l'impact du négatif. Je dirais que le plus important, c'est de se dire, quand je fais un feedback, quelle est mon intention ? En fait, c'est ça la clé, à mon avis, hein, c'est qu'est-ce que j'en attends, en fait, de la part de la personne. Est-ce que je veux mettre en avant quelque chose qu'il a fait de très bien, et l'idée, c'est de lui dire, c'est super, continue comme ça ? Ou est-ce qu'au contraire, je veux mettre en avant le fait qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, et donc il faut se remettre en question et faire évoluer ses pratiques. C'est pour ça qu'on a plutôt tendance, maintenant, et notamment dans le sport, à faire des feedbacks, on appelle ça des feedbacks qui sont dissociés, c'est-à-dire que je ne dis pas le négatif et le positif en même temps. Mais tout est question d'équilibre. Ça veut dire que pour que, en fait, un collaborateur se dise, quand mon manager notamment me fait un feedback négatif, il est juste, et c'est pas encore un feedback négatif de plus, et de toute façon, il ne voit que ce qui ne marche pas. Il faut que, par ailleurs, le manager soit capable de souligner quand les choses sont bien faites. Et comme le cerveau humain a plutôt tendance à retenir le négatif que le positif, la petite règle qui est issue de toutes les théories sur la pensée positive dit qu'il faudrait qu'il y ait 3 feedbacks positifs, pas en même temps évidemment, hein, pour un feedback négatif. C'est-à-dire pour qu'un collaborateur se dise « mon manager est juste », et là s'il me dit que ça ne va pas, c'est que vraiment ça ne va pas, il faut que je change, ça veut dire qu'à côté, il est capable de me faire 3 feedbacks positifs sur des choses que j'ai bien faites. Vous voyez, donc c'est ce que mon boss faisait aux États-Unis. A contrario, si on fait que des feedbacks négatifs, quelles sont les répercussions ? La feedback négatif, c'est au bout d'un moment, ça démotive. Et puis l'impact, c'est que parfois les collaborateurs ont tendance à même plus écouter les feedbacks négatifs en se disant de toute façon, une fois de plus, ça va pas. Il me dit que ce qui va pas, donc ça démotive et puis on risque de perdre des collaborateurs. Donc la motivation, pour maintenir la motivation, c'est bien d'avoir ce juste équilibre. Et encore une fois, tout est une question d'intention.
Voilà, quand je suis manager. Il faut savoir que derrière, en fait, quand on fait un feedback, si on dit trop de choses, on est tous pareils, hein, on ne retient pas tout, en fait. Donc, il faut que le message soit hyper clair. Donc, dès lors qu'on dit plusieurs choses, du positif, du négatif, le message, il est un peu brouillé. Voilà. Et ça va à l'encontre d'une intention qui est claire. Quand j'étais jeune, quand j'ai commencé dans le métier, j'ai bossé dans différents haras. Et quand, dans un hara, le boss passait devant moi et venait me serrer la main et me demander ce que j'avais fait le week-end, pour moi, j'étais reparti pour un mois à fond, quoi. C'était incroyable. Alors que si on passait devant moi sans me dire bonjour, là, ça me mettait au fond du trou. Et donc, j'essaye de recréer ça parce que je l'ai ressenti. Donc, c'est vrai que pour moi, ça a un impact énorme. Donc, mais ça, il y a beaucoup de métiers, en fait, où les managers sont issus de la technique, comme le vôtre. Nous ne sommes pas un cas isolé. Non, c'est bien, c'est bien. Nicolas, j'ai une petite question piège. C'est quoi un bon manager ? Alors, un bon manager, peut-être si on essaie de reprendre ce qu'on a pu se dire sur les qualités du manager, c'est quelqu'un qui sait développer son leadership en fonction de son style. Hein, le leadership, ça s'apprend, et puis on a chacun des styles différents. Donc, c'est comprendre quel est son style et puis arriver à le développer. C'est quelqu'un qui est capable, on a vu, de faire des retours positifs à ses collaborateurs. C'est quelqu'un qui est capable de fédérer ses équipes grâce à la communication qu'il met en place. C'est quelqu'un qui sait gérer les conflits, qui sait gérer les tensions, qui sait être zen peut-être dans un certain nombre de situations. Et puis c'est quelqu'un, à mon avis, qui sait s'adapter. Ça veut dire qui a compris que les autres ne fonctionnaient pas forcément comme lui et qui sait mettre en place des choses, des outils sur les compétences, sur la motivation, qui correspondent au profil de ses collaborateurs. Par exemple, quand on parlait des points forts tout à l'heure, la stratégie des points forts, c'est forcément une stratégie très individualisée. Ça veut dire qu'on va chercher les forces de chacun. Et on se rend compte, par exemple, dans le sport, que c'est efficace dans des sports, par exemple, d'équipe, dans des sports individuels qu'on joue par équipe. Si je prends l'escrime, par exemple, hein, avec cette stratégie des points forts, quand je vais être en équipe, je vais avoir des escrimeurs, des escrimeuses qui n'ont pas la même façon, vous voyez, de tirer, par exemple. Hein. Alors qu'il y a des nations, par exemple en Chine, ils savent que c'est toujours les mêmes styles, en fait. Vous voyez, donc le fait de mettre en avant ces points forts et de s'adapter aux forces de chacun, ça permet aussi d'avoir une force collective qui est importante. Super, c'était une bonne définition de Gwenaël. Je vois que j'ai encore des progrès à faire. En tout cas, merci messieurs, merci Nicolas, merci Gwenaël pour votre partage d'expérience. Pour conclure, sachez-le, la FASEC vous propose des sessions de formation au management. Vous trouverez toutes les informations dans les notes du podcast. Merci de nous avoir écoutés. C'était Bord de Piste, le premier podcast RH des courses hippiques de la FASEC. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, messieurs. Merci, Élise. Merci, Élise.